Un millionnaire paie sa secrétaire pour avoir un bébé, mais 1 an plus tard, il est choqué par ce qu'il voit. Bienvenue. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et maintenant, passons à l'histoire. Le soleil descendait lentement sur la Seine, peignant le ciel parisien d'un dégradé d'oranges et de violets. Mathilde Dubois, assise sur un banc du Pont des Arts, regardait les bateaux-mouches glisser sur l'eau comme des fantômes lumineux. À 42 ans, elle avait l'impression que sa vie entière n'était qu'une suite de rendez-vous manqués avec le destin. Ses doigts caressaient distraitement l'enveloppe jaunie qu'elle tenait depuis 1 heure. L'adresse écrite à la main, d'une écriture qu'elle connaissait par cœur, lui brûlait les doigts. C'était celle de sa mère, morte depuis 3 semaines. La lettre était arrivée ce matin, transmise par le notaire, avec instruction de ne l'ouvrir qu'aujourd'hui, jour anniversaire de Mathilde. « Mademoiselle, vous allez bien ?» La voix grave la fit sursauter. Un homme âgé, cheveux blancs et regard bienveillant s'était arrêté devant elle. Son chien, un petit terrier, reniflait curieusement les pieds de Mathilde. « Oui, merci », murmura-t-elle, essuyant une larme qu'elle n'avait pas senti couler. Parfois, les lettres les plus difficiles à ouvrir sont celles qui contiennent les vérités les plus nécessaires, dit-il avec un sourire énigmatique avant de continuer son chemin. Mathilde frissonna. Comment pouvait-il savoir? Un souffle de vent fit trembler les feuilles des platanes alignées le long des quais. Elle ferma les yeux et sentit l'odeur caractéristique de Paris, un mélange de pain frais, de parfums de femmes élégantes, et cette humidité particulière qui montait du fleuve. Les cloches de Notre-Dame sonnèrent au loin, comme pour lui rappeler que le temps passait inexorablement. Conservatrice au musée d'Orsay, Mathilde avait consacré sa vie aux œuvres des autres. Elle cataloguait, organisait, préservait les créations d'artistes qui avaient osé vivre pleinement. Elle-même n'avait jamais pris de risque, préférant la sécurité de sa routine à l'incertitude des émotions. Sa mère, Élisabeth, avait été son exact opposé, impétueuse, passionnée, imprévisible. Leur relation avait toujours été compliquée, un mélange d'amour profond et d'incompréhension mutuelle. Les derniers mots qu'elles avaient échangés résonnaient encore dans sa tête. « Tu passes ta vie à contempler celle des autres. Mathilde, quand commenceras-tu la tienne ?» Élisabeth avait dit cela sans méchanceté, avec une tristesse résignée qui avait blessé Mathilde plus que n'importe quelle accusation. Le parfum des tilleuls en fleurs se mêlait maintenant à celui des crêpes d'un vendeur ambulant installé près du pont. Des couples se promenaient, main dans la main. Des enfants couraient en riant. La vie continuait autour d'elle, indifférente à son dilemme. Ses doigts tremblants commencèrent à déchirer doucement l'enveloppe. Le papier craqua comme une promesse rompue. « Ma chère fille », commençait la lettre. L'écriture élégante mais légèrement tremblante trahissait la faiblesse des derniers jours d'Élisabeth. « Quand tu liras ces mots, je serai parti. Il y a des vérités que je n'ai jamais eu le courage de te dire en face, des secrets qui ont façonné nos vies plus que tu ne pourrais l'imaginer. » Mathilde s'arrêta, le cœur battant. Un couple de touristes demanda à passer devant elle pour prendre une photo. Elle se leva machinalement, l'esprit ailleurs, et s'approcha du parapet. La Seine reflétait les dernières lueurs du jour, transformant l'eau en un ruban d'or liquide. « Ton père n'est pas mort dans un accident comme je te l'ai toujours dit », continuait la lettre. « Il est bien vivant, et il habite à Paris. » Les mots dansaient devant ses yeux. Son père, vivant, l'homme qu'elle avait pleuré toute son enfance, dont elle gardait précieusement la seule photo en noir et blanc où il tenait Mathilde bébé dans ses bras. L'homme dont sa mère refusait de parler, sauf pour dire qu'il était parti trop tôt. Son nom est Antoine Mercier. Il est pianiste et enseigne au Conservatoire national. Je l'ai quitté quand tu avais 2 ans, emportant avec moi son unique enfant. Je lui ai fait croire que nous étions mortes dans un accident de train pour Marseille. C'était cruel, impardonnable. Mais j'étais jeune, jalouse de sa musique qui semblait toujours passer avant nous. J'ai fui par orgueil, par peur aussi. C'est la plus grande erreur de ma vie.
Mathilde sentit ses jambes fléchir. Elle s'accrocha au parapet, le souffle coupé. Les passants la regardaient avec inquiétude, mais elle ne les voyait pas. Dans sa tête, un kaléidoscope d'images se formait. Les silences de sa mère quand elle posait des questions sur son père, les déménagements fréquents durant son enfance, cette étrange habitude d'Élisabeth d'éteindre la radio quand passait de la musique classique. « Je te demande pardon, ma fille. Pas pour moi, il est trop tard, mais pour toi. Pour lui aussi. Antoine n'a jamais refait sa vie. Il donne toujours un récital annuel à la salle Pleyel, le 15 mai, ton anniversaire. Il joue les mêmes morceaux, chaque année, ceux qu'il avait composés pour toi. Le 15 mai. Aujourd'hui. » Mathilde regarda sa montre. 19h30. Le récital commencerait dans une demi-heure. Ses doigts froissèrent involontairement la lettre. 40 ans de mensonges. 40 ans de deuil inutile. Une colère sourde montait en elle, mêlée à une excitation vertigineuse. Son père était vivant, à quelques kilomètres d'elle. Il jouait ce soir. Le dernier paragraphe de la lettre la frappa comme un coup au cœur. Il a le droit de savoir que sa fille vit, et tu as le droit de connaître ton père. Ne gâche pas cette chance comme j'ai gâché la mienne. La vie est trop courte pour les regrets, Mathilde. C'est ma dernière leçon. La nuit était presque tombée sur Paris. Les réverbères s'allumaient un à un le long des quais, comme pour lui indiquer un chemin. Mathilde regarda longuement l'eau sombre qui coulait sous le pont, témoin silencieux de tant d'histoires. Parisienne, sa vie entière basculait. Devait-elle aller à ce récital, se présenter à cet homme qui la croyait morte depuis 40 ans? Que lui dirait-elle? Était-il trop tard pour renouer des liens qui n'avaient jamais eu la chance d'exister? Une mélodie lointaine, jouée par un violoniste de rue, flotta jusqu'à elle. Les notes semblaient l'appeler, comme un écho du passé, une promesse d'avenir. Mathilde serra la lettre contre son cœur et se redressa. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne voulait plus être spectatrice de sa propre vie. Sa mère avait raison. Il était temps de commencer à vivre. D'un pas décidé, elle se dirigea vers la station de métro. La salle Pleyel n'était pas loin. Si elle se dépêchait, elle pourrait encore y arriver à temps. Le vent de mai caressait son visage, emportant avec lui les dernières traces de ses larmes. Au-dessus d'elle, la première étoile apparaissait dans le ciel de Paris, comme un point final, à un chapitre de sa vie et le début d'un nouveau. Le grand hall de la salle Pleyel bourdonnait de conversations élégantes. Mathilde se tenait à l'écart, les mains moites, le cœur battant à tout rompre. Sa robe noire, enfilée à la hâte, lui donnait l'impression d'être en deuil. Peut-être l'était-elle, d'une certaine façon, en deuil de cette vie construite sur un mensonge. Dernière entrée pour le récital d'Antoine Mercier, annonça un employé. Antoine Mercier, son père. Ces deux mots résonnaient étrangement dans son esprit. Elle suivit mécaniquement le flot des spectateurs retardataires, se retrouvant assise au fond de la salle, dans la pénombre protectrice des derniers rangs. Lorsqu'il apparut sur scène, Mathilde retint son souffle. Grand, élancé, les cheveux grisonnants mais encore épais. Il salua sobrement avant de s'asseoir au piano. Ses mains qu'elle fixait comme hypnotisées, avaient les mêmes et longs doigts que les siens. Comment n'avait-elle jamais fait le rapprochement avec les photos de magazines qu'elle avait parfois aperçues? Les premières notes résonnèrent, délicates et mélancoliques. Une composition originale annonça le programme, intitulé simplement Pour Mathilde, une complainte pour une enfant qu'il croyait morte. Les larmes montèrent, irrépressibles. La musique racontait tout, l'amour, la perte, l'absence. Chaque note semblait chercher quelque chose ou quelqu'un. C'était une conversation avec un fantôme, avec elle. Quand le morceau s'acheva, le silence qui suivit fut presque insupportable. Mathilde n'osa pas applaudir, comme si briser ce moment pouvait faire disparaître cette connexion fragile, ce fil invisible tendu entre eux. À l'entracte, elle resta clouée sur place, incapable de décider quoi faire. Autour d'elle, les spectateurs commentaient avec enthousiasme la performance, ignorant du drame qui se jouait à quelques mètres. « Vous aimez Mercier »
Une voix douce la fit sursauter. Une femme élégante d'une 60aine d'années la regardait avec curiosité. « Je découvre, » balbutia Mathilde. « Je suis Juliette Dardenne, son agent depuis 30 ans. » Elle sourit avec bienveillance. « Vous semblez bouleversé par sa musique. »« C'est personnel, » répondit Mathilde, cherchant désespérément une échappatoire. Le regard de Juliette s'attarda sur son visage, s'arrêtant sur ses yeux, sur la courbe de sa mâchoire. Quelque chose passa dans son expression, une lueur de reconnaissance. « Excusez mon indiscrétion, mais avez-vous un lien avec Antoine ?» demanda-t-elle, baissant la voix. Le monde sembla vaciller autour de Mathilde. Pourquoi cette question? La ressemblance est troublante, et aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres pour lui. Je sais. C'est mon anniversaire, lâcha Mathilde avant de pouvoir se retenir. Les yeux de Juliette s'écarquillèrent. Elle agrippa le bras de Mathilde. Mon Dieu, vous ne pouvez pas être sa fille, compléta Mathilde, la voix à peine audible. Celle qu'il croit morte depuis 40 ans. Le temps sembla se figer. Autour d'elle, les conversations continuaient, insignifiantes face à l'ampleur de cette révélation. « Il faut que vous le voyiez, » décida Juliette. « Mais pas maintenant, pas avant la fin du concert. Ça le détruirait. Il a toujours joué ce récital comme un rituel sacré, une façon de vous garder en vie dans sa musique. » Mathilde acquiesça, reconnaissante pour cette sagesse. « Je peux attendre. J'ai attendu 40 ans, sans le savoir. » La deuxième partie du concert passa comme dans un rêve. Mathilde n'entendait plus vraiment la musique, perdue dans ses pensées, imaginant 1000 façons d'aborder cet homme, son père, qui ne l'avait jamais oublié. Après les derniers applaudissements, Juliette vint la chercher. « Venez, il est dans sa loge, je vais vous annoncer d'une certaine façon. » Elles traversèrent des couloirs, montèrent un escalier étroit. Mathilde avait l'impression de marcher vers son propre jugement. Devant une porte ornée d'une simple étoile en laiton, Juliette s'arrêta. « Attendez ici un instant. » Elle entra, laissant la porte entr'ouverte. Mathilde entendait sa voix, douce et prudente. « Antoine, il y a quelqu'un qui souhaite te voir, quelqu'un d'important. »« Juliette, tu sais que je ne reçois personne ce soir, » répondit une voix grave, fatiguée. « C'est différent. Cette personne, elle a tes yeux, Antoine. Et c'est son anniversaire aujourd'hui. » Un bruit de verre brisé, un silence terrible. « C'est impossible, » murmura-t-il enfin. « Les impossibles arrivent parfois, » répondit simplement Juliette avant d'ouvrir grand la porte. Mathilde entra, tremblante. Face à elle, un homme effondré dans un fauteuil, le visage blême, les yeux rivés sur elle, comme s'il voyait un fantôme. « C'est moi, Mathilde, » dit-elle simplement. « Votre fille. » Il se leva lentement, s'approcha comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse. Sa main effleura sa joue, hésitante. « Élisabeth, » commença-t-il, « est morte il y a 3 semaines. Elle m'a tout avoué dans une lettre. Le mensonge, la fuite, tout !» Antoine chancela, s'appuyant au mur. Des larmes silencieuses coulaient sur son visage creusé. « 40 ans, » murmura-t-il, « 40 ans à te pleurer. » Juliette s'éclipsa discrètement, les laissant seuls avec ces 4 décennies à combler. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Antoine lui montra l'appartement qu'il n'avait jamais quitté, gardant intacte la petite chambre d'enfant où elle avait passé ses 2 premières années. Des photos d'elle bébé tapissaient un mur entier. Un sanctuaire à sa mémoire. « J'ai essayé de te retrouver », expliqua-t-il un soir qu'ils dînaient ensemble. « Pendant des années, j'ai engagé des détectives. Mais ta mère avait bien couvert ses traces. Elle avait même mis en scène l'accident, placé des affaires à vous dans l'épave. »« Pourquoi ?» demanda Mathilde. Cette question la hantant depuis des jours. Antoine soupira. Elle était passionnée, jalouse aussi. Ma carrière décollait. À l'époque, je partais en tournée, parfois plusieurs semaines. Elle se sentait abandonnée. Ça n'excuse pas? Non, rien n'excuse 40 ans volés. Il hésita. Mais je comprends mieux maintenant. J'étais jeune,
obsédé par la musique. Je l'aimais, je t'aimais, mais je ne savais pas l'exprimer autrement qu'en composant pour vous. Cette révélation créait un chaos en Mathilde. Sa mère, qu'elle avait tant aimée malgré leurs différends, devenait soudain l'auteur d'une cruauté inimaginable. Et cet homme, ce père retrouvé, portait aussi sa part de responsabilité dans ce drame. Un soir, fouillant dans le bureau d'Antoine avec sa permission, elle découvrit un dossier épais. Des rapports de détectives privés, des photos de surveillance. Avec stupeur, elle réalisa qu'ils dataient de ces 10 dernières années. « Tu nous as retrouvés ?» comprit-elle en confrontant Antoine. « Tu savais que nous étions vivantes. » Le visage du pianiste se décomposa. « Pas exactement. J'ai retrouvé ta mère il y a 7 ans. J'ai su qu'elle avait menti sur l'accident, mais elle m'a juré que tu étais morte plus tard, d'une leucémie à l'âge de 12 ans. »« Et tu l'as cru ?» s'écria Mathilde, incrédule. Elle avait des photos de tombes, des certificats. J'étais dévasté, mais c'était presque un soulagement de savoir que tu avais au moins vécu plus longtemps que je ne le croyais. Mathilde s'effondra sur un fauteuil, assommée par cette nouvelle trahison de sa mère. « Vous vous êtes revus ?» Antoine détourna le regard. « Plusieurs fois, en secret. Elle ne voulait pas que tu saches. Elle disait que ça te ferait trop de mal d'apprendre que ton père était vivant alors que tu construisais ta vie. Vous étiez amants. » La question sortit brutalement. « Non, nous étions, je ne sais pas, 2 personnes brisées, essayant de comprendre comment tout avait pu, si mal tourner. » Cette révélation changeait tout. Sa mère avait maintenu le mensonge jusqu'au bout, même face à Antoine. Pourquoi cette confession sur son lit de mort alors? Un dernier acte de rédemption ou une dernière manipulation? En rentrant à son appartement ce soir-là, Mathilde était déchirée entre colère et confusion. Les certitudes qu'elle avait construites en quelques jours s'effondraient à nouveau. Elle passa des heures à fouiller dans les affaires de sa mère qu'elle avait récupérées. Dans une boîte à bijoux, elle découvrit un médaillon qu'elle n'avait jamais vu. À l'intérieur, une mèche de cheveux noirs et une date gravée, celle de leur prétendu accident. Sous le velours du fond de la boîte, un papier plié révéla l'ultime secret. Un test de paternité, daté d'il y a 30 ans. Négatif. Antoine n'était pas son père biologique. Le choc la cloua sur place. Les ressemblances qu'elle avait cru voir, cette connexion immédiate, tout n'était qu'illusion. Ou bien sa mère avait-elle falsifié ce document aussi? Le téléphone sonna, la faisant sursauter. Antoine. « Mathilde, j'ai quelque chose d'important à te dire, quelque chose que ta mère m'a fait promettre de ne jamais révéler. » Son cœur s'arrêta. « Je crois que je viens de le découvrir, » murmura-t-elle. « Alors tu comprends pourquoi elle a fui, pourquoi elle a préféré me faire croire à votre mort plutôt que d'avouer qu'elle m'avait trompé, que l'enfant que j'aimais, comme ma fille ne portait pas mon sang. » Mathilde regarda le test, les dates, les noms, tout s'effondrait autour d'elle. « Mais ce que ta mère n'a jamais su, » continua Antoine, la voix tremblante, « c'est que j'étais au courant depuis ta naissance. J'avais vu des lettres, j'avais fait mes calculs. Et ça n'a jamais rien changé à l'amour que j'avais pour toi. Le monde de... » Mathilde bascula une fois de plus, le mensonge dans le mensonge, les couches de secret et de trahison. Qui était-elle vraiment? Qui était son véritable père? « Je veux tout savoir, » exigea-t-elle, la voix rauque de larmes contenues. « Alors viens, » répondit simplement Antoine. « Il y a quelqu'un que tu dois rencontrer. » Mathilde raccrocha, le cœur battant. Dans sa main, le médaillon avec la mèche de cheveux noirs, les cheveux de son véritable père. Dehors, la pluie avait commencé à tomber sur Paris, lavant les rues comme pour préparer le terrain à une nouvelle vérité. Elle se leva, déterminée. Cette fois, elle irait jusqu'au bout, peu importe combien la vérité pourrait encore la blesser. Car au-delà de la douleur, une étrange libération commençait à poindre, celle de finalement comprendre d'où elle venait et peut-être, enfin, qui elle était vraiment. La voiture d'Antoine s'arrêta devant une maison de retraite à Montmartre. Le bâtiment ancien, avec ses volets bleus et son lierre grimpant,
semblait paisible sous la pluie fine qui tombait sur Paris. Mathilde descendit, le cœur battant à tout rompre. « Qui allons-nous voir » demanda-t-elle, la gorge serrée. « Ton père » répondit simplement Antoine. « Michel Lefort, un peintre, brillant, tourmenté. Ta mère l'a aimé passionnément pendant quelques mois. C'était avant notre mariage. » Le hall sentait les fleurs fraîches et les médicaments. Une infirmière les conduisit au 3e étage, vers une chambre baignée de lumière, malgré le temps gris. Un vieil homme était assis près de la fenêtre, un carnet de croquis sur les genoux. Ses mains tremblantes traçaient encore des lignes précises. Quand il leva les yeux, Mathilde eut un choc. Ses yeux bleu-gris, légèrement asymétriques, c'étaient les siens. « Michel, dit doucement Antoine, je vous ai amené quelqu'un. » Le vieil homme plissa les paupières, ajusta ses lunettes. Son visage s'éclaira d'une émotion indéfinissable. « Élisabeth, murmura-t-il. « Non, répondit Mathilde en s'approchant. Je suis sa fille, Mathilde. » Michel laissa tomber son carnet. Ses mains ridées se tendirent vers elle, hésitantes. « Tu as ses pommettes, mais ses yeux... » Un sourire tremblant apparut sur son visage. « Ses yeux sont les miens. »« Vous saviez » demanda Mathilde, stupéfaite. « Élisabeth est venue me voir quand tu avais 5 ans, en secret. Elle m'a montré des photos, elle m'a fait promettre de ne jamais chercher à te voir. Elle disait qu'Antoine était ton vrai père, celui qui t'élevait. » La pièce semblait tourner autour de Mathilde. « Et vous avez accepté ? J'étais malade à l'époque, instable, l'alcool, la dépression. Je n'aurais pas été un bon père. » Il baissa les yeux. « Je me suis dit que c'était mieux ainsi. » Un silence lourd s'installa, seulement perturbé par le tic-tac d'une horloge et la pluie contre les vitres. Antoine se tenait en retrait, témoin silencieux de ces retrouvailles surréalistes. « Quand avez-vous appris qu'elle nous avait séparés, Antoine et moi ?» demanda Mathilde, la voix tremblante. « Il y a 7 ans, quand Élisabeth est revenue me voir, malade déjà. Elle portait le poids de trop de secrets. » Michel soupira. « C'est moi qui ai contacté Antoine ensuite. Je pensais qu'il avait le droit de savoir. » Mathilde se tourna vers Antoine, bouleversée. « Tu as pardonné à ma mère, après tout ce qu'elle a fait ?» Antoine s'approcha, prit ses mains. « Le pardon n'efface pas le passé, Mathilde. Il permet juste de vivre avec. J'ai passé des années dans la colère, puis dans le deuil. À quoi bon continuer ?» Michel se leva péniblement, s'approcha d'une commode. Il en sortit une petite toile couverte d'un tissu. « J'ai peint ceci il y a 40 ans, dit-il en la dévoilant, d'après la seule photo d'Élisabeth enceinte de toi. » Le portrait était saisissant. Sa mère rayonnante, les mains sur son ventre rond, dans un jardin baigné de soleil. Au fond, presque imperceptible, une silhouette masculine floue, Antoine ou Michel. L'ambiguïté était peut-être voulue. « Toute ma vie a été construite sur des mensonges, » murmura Mathilde. « Non, » corrigea doucement Antoine, « sur des fragments de vérité cachée, par des voiles. Ces voiles tombent aujourd'hui. » Michel s'approcha, hésitant. « Je n'ai pas été ton père, Mathilde, mais je voudrais, si tu le permets, te connaître dans le peu de temps qu'il me reste. » Mathilde regarda ces 2 hommes, l'un qui l'avait aimé sans condition malgré l'absence de lien biologique, l'autre qui lui avait donné la vie sans pouvoir la partager. 2 pièces d'un puzzle qu'elle n'avait jamais su incomplet. « Je ne sais plus qui je suis, » avoua-t-elle. « Tu es Mathilde, » répondit simplement Antoine, « une femme extraordinaire qui a survécu à l'impossible. Le reste n'est que détail. » Pour la première fois depuis des jours, Mathilde sourit, un sourire fragile mais réel. Ils quittèrent la maison de retraite ensemble, Antoine et elle, promettant à Michel de revenir. Dehors, la pluie avait cessé. Un arc-en-ciel pâle se dessinait au-dessus de la basilique du Sacré-Cœur. « Et maintenant » demanda-t-elle. « Maintenant, nous vivons » répondit Antoine. « Avec le passé, mais pas prisonniers de lui. » Sur le chemin du retour, ils s'arrêtèrent au cimetière où Élisabeth reposait. Mathilde déposa 3 roses, une rouge, une blanche, une jaune, sur la tombe encore fraîche.
Tu nous as séparés, puis réunis, murmura-t-elle. Je ne comprends pas encore pourquoi, mais j'essaierai de te pardonner comme ils l'ont fait. Ce soir-là, dans l'appartement d'Antoine, Mathilde s'assit au piano. Ses doigts trouvèrent instinctivement les notes de cette mélodie qu'il avait composée pour elle, pour M. Antoine vint s'asseoir à ses côtés, guidant doucement ses mains. « Certaines partitions sont écrites dans le sang, dit-il, d'autres dans l'amour. Les plus belles naissent des deux. Vous avez été ému par cette histoire. Cela vous a rappelé des secrets de famille ou des vérités longtemps cachées. Partagez votre ressenti dans les commentaires et abonnez-vous pour découvrir d'autres récits qui explorent les mystères du cœur humain. N'oubliez pas d'activer les notifications pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Votre soutien permet à ces récits de continuer à toucher d'autres âmes.